Après plus de 30 ans de lutte fratricide sur le marché aéronautique, Airbus et Boeing en ce début de siècle optent pour des orientations stratégiquement différentes. Airbus, avec son A380 et ses 500 passagers, veut désencombrer le ciel en réduisant la fréquence des vols sur certaines destinations. Boeing, avec son 787 et ses 250 places, veut proposer au contraire des vols longue distance plus nombreux. Qui de ces deux géants de l'aviation va faire le bon choix ? Avant tout, petit retour en arrière sur cette confrontation de haute voltige. Au début du XXe siècle, William Boeing, issu d'une riche famille d'émigrés allemands, était loin de penser une carrière dans l'aviation. Je suis arrivé sur la côte en 1903 pour me lancer dans le négoce du bois. En 1910, ils seront à Los Angeles pour assister au premier meeting aérien américain et tombent amoureux de ces drôles de machines. Il essaye de convaincre un aviateur français de l'emmener faire un tour, mais malgré les promesses du pilote, il ne volera pas. À Seattle, Boeing se lie d'amitié avec un jeune capitaine de la marine, Conrad Westenwald. En 1915, les deux hommes apprennent à piloter et achètent un hydravion. Après l'avoir démonté et analysé, ils décident d'en construire un autre plus performant. Un an plus tard, Boeing fait décoller son premier appareil. 2 exemplaires sont construits et offerts à l'US Navy. Les essais ne sont pas concluants, et pour ne rien arranger, son associé est muté sur la côte Est, laissant William Boeing seul avec ses 24 employés, qu'il paye avec sa fortune personnelle. Au début, la plupart des gens avaient tendance à penser que voler était un hobby, une activité insignifiante, sans grande importance. Alors que mon père a toujours porté un grand intérêt à l'aéronautique, pressentant son rôle principal pour la défense du pays dans le futur. Boeing ne se laisse pas décourager. Quand les États-Unis entrent en guerre en 1917, Boeing est prêt avec un nouvel avion, le modèle C. L'US Navy en commande 50 exemplaires. C'est l'euphorie chez Boeing. On construit une nouvelle usine. Quelques jours plus tard, Boeing remporte un autre contrat de 50 hydravions. Ça y est, Boeing a gagné. Il construit des avions. La guerre se termine, l'armistice est signé et la Navy annule sa commande d'avions devenue inutile. Alors pour faire vivre son entreprise, Boeing se reconvertit dans la fabrique de meubles et crée des moteurs de hors-bord. Sa fortune personnelle lui permet d'éviter la banqueroute. Alors les constructeurs se lancent dans la transformation d'avions militaires en avions civils et surtout ils développent les premières lignes régulières au monde. Le transport civil vient de naître. En 1927, Boeing décroche un contrat pour un avion postal pouvant transporter, en plus du courrier, des passagers. Les passagers se doivent d'être téméraires car au-delà des risques, ils peuvent être débarqués sans autre forme de procès, à n'importe quelle escale, pour être remplacés par du courrier. À cette époque, le courrier rapporte plus que les voyageurs. Dans les années 30, se répand l'idée que l'aviation peut faire entrer le monde dans un univers pacifié en mélangeant les peuples. Cet optimisme explique le développement des compagnies aériennes de ces années-là et de la compétition sans merci entre constructeurs d'avions. En 1928, Boeing met au point le premier avion américain entièrement destiné au transport pour une quinzaine de passagers, dans un luxe surprenant. Siège en cuir, petite lampe pour la lecture et eau chaude dans les toilettes. Pour la première fois aussi, des hôtesses de l'air font partie du voyage. On leur demande d'être infirmières diplômées afin de rassurer les passagers.
J'ai été la première hôtesse de l'air employée par la compagnie aérienne de Boeing avant qu'elle ne soit vendue pour devenir United Airlines. Être une hôtesse à l'époque était très éprouvant. Il est même arrivé que certaines des filles aient à aider pour faire le plein d'avion. Je me rappelle avoir été sur l'aile d'un appareil une fois ou deux pour appuyer sur un bouton quelconque afin d'aider le copilote à démarrer les moteurs. 1930, coup de tonnerre. L'administration américaine lance la loi antitrust qui interdit aux constructeurs d'avions d'avoir leur propre compagnie. C'est un coup dur pour Boeing, qui doit se séparer de la sienne, très rentable pourtant. Celle-ci devient United Airlines, qui ambitionne le transport de passagers. United commande à Boeing 75 exemplaires de son nouvel avion, le 247, capable d'atteindre 300 km/h. C'est le premier appareil civil moderne du XXe siècle. Jamais on ne construira plus de plus gros avions, déclare un ingénieur. Il transporte 10 passagers. Dans le même temps, Boeing doit repousser les demandes d'achat de la TWA. Celle-ci, furieuse, s'adresse à un autre constructeur, McDonnell Douglas. Celui-ci est chargé de concevoir un robot. Douglas sort le DC-3, plus gros, plus rapide, plus confortable. Avec le DC-3, Douglas remporte la totalité des nouvelles commandes du marché américain. William Boeing, déçu et découragé, abandonne son poste de PDG et prend sa retraite à 53 ans. Boeing continue sans son fondateur et embauche un nouveau président, Claret Becht. Beaucoup pensaient à propos de Boeing, ils avaient été balayés du domaine de l'aviation commerciale par Douglas. Ils construisaient bien toujours des avions militaires, mais il n'y avait pas de marché militaire. Boeing se lance alors dans la course à la construction d'appareils long courrier. Le premier d'entre eux est le Clipper en 1938, un appareil imposant qui modifie totalement la conception du transport aérien sur longue distance. Les passagers voyagent entre leur cabine et la salle à manger. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le V-17 est produit à 13 000 exemplaires, principalement par Boeing, mais aussi par Douglas et Lockheed, qui mangent leur chapeau en étant obligés de construire l'avion de leur principal concurrent sous licence. Boeing fabrique 2 avions par heure. Boeing se remet sur le marché du transport avec un dérivé civil du B-29. Boeing en fabrique 50 exemplaires, mais Douglas, avec son DC-6 et surtout Lockheed, avec son Constellation, continue à se tailler la part du lion pour le transport civil, comme en France, où Air France fait baptiser son premier Constellation par des stars du moment. Boeing conçoit un nouveau bombardier à réaction, le B-52 Stratofortress. Un appareil étonnant. Boeing, toujours à la recherche d'une place sur le créneau des avions commerciaux, pense alors à développer une version civile de cet appareil. Mais personne ne croit à l'époque au transport de passagers par des avions à réaction. En 1954, après bien des fortunes diverses avec son concurrent McDonnell Douglas, Boeing lance son premier avion à réaction destiné au transport civil et qui va bouleverser l'histoire de l'aviation. Le fameux 707. C'était vraiment le point culminant de la bataille entre Boeing et Douglas. Et jamais l'enjeu n'avait été aussi élevé. Le marché à prendre était colossal, et si Boeing ne remportait pas ce combat-là, la compagnie savait qu'elle serait enterrée pour de bon et à tout jamais. Le programme est un énorme succès. Et 1000 appareils de ce type sortiront des chaînes de montage. Fin des années 90, plus de 130 707 volaient encore. Cet appareil a permis à Boeing, en devançant son concurrent Douglas, d'accéder après 40 ans d'efforts au statut de plus gros constructeur d'avions au monde. Pour comprendre la rivalité d'aujourd'hui entre Boeing et Airbus, il faut connaître l'histoire de la Caravelle.
En Europe, le premier appareil à réaction civile s'appelle la Caravelle, construite à Toulouse par Sud Aviation. Elle bouleverse toutes les conceptions aéronautiques avec ses 2 réacteurs à l'arrière. Des réacteurs Rolls-Royce, car on pense déjà à l'Europe. C'est à cette époque l'avion le plus moderne du monde, et Sud Aviation pense avoir flairé le bon filon. Pour l'ensemble des passagers, c'est un avion sûr et confortable. C'est un démarrage foudroyant. Air France en commande 29 et Madame de Gaulle baptise la première Caravelle Air France en 1959. Caravelle devient le symbole des années 60. À Orly, lorsqu'on se promène sur la terrasse, on n'a Dieu que pour cet appareil. La Caravelle avait un défaut, c'était un excellent appareil, la Caravelle, absolument, un très bel avion, une bonne rentabilité, mais il avait un défaut, c'est des soutes insuffisantes. Georges Éreille, le patron de Sud Aviation, a fou de joie. Il a signé avec McDonnell Douglas un accord de vente exclusif de la Caravelle aux États-Unis et même de fabrication sous licence. Douglas, le 2e constructeur du monde, la fortune de Sud Aviation est faite. En réalité, les Français se font berner. Ils se montrent certes arrogants, refusent d'apporter certaines modifications réclamées par Douglas, mais surtout Douglas profite de son exclusivité de vente pour en geler la commercialisation et pour peaufiner la mise au point d'un appareil concurrent tenant compte des demandes des compagnies, le DC-9. Les dirigeants français n'ont pas compris qu'en définitif, il n'existait pas de raison valable pour que les Américains acceptent de devenir de simples sous-traitants et abandonnent le contrôle d'une partie du marché. En Amérique du Sud, des missions américaines persuadent les gouvernements de ne pas acheter Caravelle, elle est trop mal conçue et dangereuse, prétendent-ils. En Argentine et au Brésil, là où on avait réussi à vendre quelques exemplaires, les Américains proposent de les racheter pour les envoyer à la ferraille et pour les remplacer par des avions américains, payables en 8 ans à seulement 2,5 d'intérêt. Un taux incroyablement bas, très en dessous des conditions du marché. Si les Américains conservent le monopole des moyens courriers à réaction, cela va achever les Européens que s'ils ne veulent pas devenir dans le domaine de l'aviation civile une colonie américaine, ils doivent s'unir et faire front. Avec Caravelle, les Américains ont blessé l'orgueil des Français et leur ont donné l'envie de les combattre sur leur propre terrain. Boeing va alors tout écraser sur son passage avec le Boeing 747. Le 9 février 69, après avoir longtemps repoussé le décollage, le 747 s'envole enfin. Boeing a réussi le lancement du plus formidable appareil de la seconde moitié du XXe siècle. Le 747 double la capacité de passagers et en vend plus de 1000 exemplaires dans le monde entier. En Europe, à la même époque, on regarde ailleurs. On ne croit pas au transport de masse. On pense que le marché demeure celui du transport de luxe pour hommes d'affaires pressés. On pense jet set, on pense Concorde, et on se trompe. Concorde est le plus fantastique et le plus cher pari aéronautique franco-anglais du siècle. L'un des fiascos les plus retentissants, mais aussi l'un des derniers avions mythiques. Boeing n'a pas plus de réussite avec son prototype supersonique SST. Pour damer le pion à Concorde, il doit voler 1000 km/h plus vite, mais sa réalité économique n'a aucun sens. Son coût de développement est hallucinant, car il est techniquement très complexe. Si bien que le gouvernement décide de couper ses subventions de recherche. Boeing arrête le programme et retourne au concept qui fait son succès,
le développement de familles d'appareils autour d'un même fuselage. Comme pour Caravelle, la campagne de presse anti-Concorde est efficace. Dans la même journée noire, les 3 compagnies américaines qui avaient signé des intentions d'achat se désistent. Toutes les autres compagnies du monde suivent, sauf les Français et les Anglais, à qui l'on impose l'avion. Concorde trop cher, s'est construit qu'à 16 exemplaires. Mais il a réussi à prouver que l'Europe était capable d'être technologiquement très en avance. Après l'échec de Caravelle et de Concorde, les nations comprennent enfin qu'il faut s'allier pour concurrencer les Américains. En France, Henri Ziegler, patron de l'aérospatiale, qui a supervisé le programme Concorde, souhaite cette coopération. En Allemagne, c'est Franz Josef Strauss qui y croit. Les Anglais, eux, ne veulent pas suivre. En 1969, on se met d'accord sur un gros porteur de 300 places. On l'appelle le A300. L'assemblage final se fera à Toulouse. En 1972, lors de la sortie d'usine du premier Airbus, c'est toujours en Concorde qu'on croit. C'était l'époque où le Concorde était un peu en pleine gloire. Les essais marchaient bien, les compagnies aériennes promettaient de l'acheter. Sur la porte du hangar, on voyait des tas de noms de compagnies aériennes formidables qui avaient commandé, ou en tout cas signé un bout de papier pour Concorde. Et l'Airbus, ça démarrait pas très bien. Et il y a eu une grande présentation qui était organisée ici, où il y avait ce qu'on appelle un roll-out, et où il y avait l'Airbus qui arrivait en roulant avant le premier vol, et en face le Concorde. C'était là devant, il y avait je crois qu'il y avait le président de la République, il y avait la terre entière, plein de journalistes, c'était une très belle cérémonie. Et ma première impression, je pilotais l'Airbus, a été une immense déception, parce que tout le monde se précipitait vers le Concorde et personne venait au pied de l'échelle de l'Airbus. Alors quand même, je suis sorti de l'Airbus, et puis au pied de l'échelle, il y avait un des patrons de l'aérospatiale, un ami, qui porte le même prénom que moi, et qui m'attendait et qui me dit « Écoute Bernard, là je vois l'avenir en regardant Concorde, mais là, avec ta grosse vache, qu'est-ce qu'on va en faire ?» Roger Béteille et Henri Ziegler se battent pour sauver le projet. Et le 28 octobre 1972, l'Airbus A300 effectue son premier vol. Lorsque l'industrie française et européenne a proposé l'Airbus A300, Air France, bien évidemment, a pris l'Airbus. À partir du moment où c'était un avion compétitif. Et donc Air France est équipé en Airbus, mais l'Airbus aurait été un avion moyen courrier. Donc pendant ce temps-là, Air France achetait des 747 long courrier. 4 ans plus tard, c'est la catastrophe. À l'usine de Toulouse, il n'y a qu'un seul avion vendu. Partout, on prédit la fin d'Airbus, d'autant que Boeing ne se gêne pas pour railler ce petit constructeur et lui mener la vie dure en lui interdisant par tous les moyens l'accès au marché américain, qui représente 40% de la flotte mondiale.
des lobbies américains ont repris leur bâton de pèlerin pour casser la machine Airbus. En 1978 et 1979, rien ne lui est épargné. C'est d'abord l'interdiction d'atterrissage à New York. Motif ? Les pistes construites sur pilotis ne résisteront pas au poids d'Airbus. Le DC-10 est pourtant beaucoup plus lourd. L'immobilisation de tous les Airbus à la suite de l'accident d'un McDonnell Douglas. Pourquoi Airbus ? Parce que les DC-10 accidentés sont équipés des mêmes moteurs. Les Américains réussiront-ils avec Airbus ce qu'ils ont réussi avec Caravelle et Concorde? Pas sûr. Chez Airbus, on a compris que la survie passe par la pénétration du marché américain et on y croit dur comme fer. Et on est arrivé, je crois, rétrospectivement, je pense que tout le monde est un peu d'accord pour dire on est arrivé, on était un peu naïf, on croyait qu'on arrivait, mais on avait la foi, on arrivait, on avait un très bel avion, on était convaincus que tout le monde allait nous l'acheter, bien sûr. Un homme, George Ward, directeur des ventes d'Airbus aux États-Unis, se démène jour et nuit pour tenter de convaincre les compagnies américaines. Il rencontre Eastern Airlines, une compagnie dirigée par Frank Borman, ancien astronaute Apollo et qui est devenu un héros de l'Amérique. Borman doit renouveler une partie de sa flotte, donc il consulte Boeing et Douglas bien sûr, mais aussi ce petit constructeur européen qui fait tant parler de lui. Well, I'm the G-A-S-U to the Z-A, cause Sousa is the name, I'ma change the rap game. Have you asking who did it, cause the boy can really kick it. Live life on the edge. Airbus va leur proposer une chose incroyable. Prêter 4 Airbus à Eastern pendant 6 mois pour qu'ils testent l'avion en situation réelle d'exploitation. Boeing rigole alors de cette proposition. Parce qu'Airbus a pris au départ tous les risques. Il n'y avait rien de signé, rien de ferme. Il fallait opérer 4 avions là-bas et que ça marche. Et bien on a opéré 4 avions là-bas et ça a marché. Le test est concluant. Borman est le premier à commander Airbus aux États-Unis, lançant l'avion sur le marché américain. La popularité de l'ex-astronaute lui évite le lynchage médiatique. J'ai livré le premier avion à Eastern. Pendant tout le trafic au-dessus des États-Unis, c'était très sympa parce que la presse américaine en avait beaucoup parlé. C'était le New Bird of Borman. Et tout au long du trajet, il y avait l'Air Traffic Control, les avions des autres airlines. C'est que le ciel est très chargé aux États-Unis. Et tout au long, les gars échangeaient à la radio. Ah, tu as vu cet avion? Mais c'est le nouvel avion européen, c'est l'avion de Borman. Et alors cette remarque étonnante, dans un bon accent texan, mais ça ressemble à un vrai avion. Les petits Européens doivent essayer de percer ce marché, mais chaque avion importé aux États-Unis, il faut payer 7%, je crois, 7% comme taxe à l'importation.
Donc tout a été fait pour protéger cette marché. Finalement, nous avons tombé sur un grand héros américain, Colonel Borman. Et Frank Borman, dans l'histoire d'Airbus, est un des grands héros. Et c'est lui qui a eu le courage. Il a trouvé notre avion, l'A300, beaucoup plus économique que l'équivalent américain. Il a dit, moi, je suis prêt à essayer cet avion. En 1978, les Européens copient le concept de Boeing, une famille d'avions autour du même fuselage. Ils sortent l'A310, un dérivé agrandi de l'A300. C'est enfin parti. Les commandes affluent et les Américains se déchaînent. Leur angle d'attaque, les soutiens à l'export des pays fabricants Airbus, faussent le jeu de la concurrence. Cette polémique durera des années. Les Européens rétorquant que le développement du Boeing 747 a été financé par l'US Air Force. Ce qui différencie les avions Boeing aux Airbus, c'est surtout dans le cockpit que ça se trouve. Des différences qui ont leur préférence chez certains pilotes. J'ai fait du Boeing 707, j'ai fait du Boeing 747. La philosophie Boeing, c'est le plus simple possible, le plus simple d'utilisation, robuste. À la limite, on laisse tout sur on et on appuie sur on pour l'ensemble et ça marche toujours. C'est formidable, on ne se complique pas la vie. Les Européens sont toujours beaucoup plus sophistiqués. Ils sont dans la Lancia, dans la Fiat, Spider, Sport, etc. Donc ils font dans la sophistication qui a ses avantages mais aussi ses inconvénients. Quand est apparu l'Airbus 320, l'avion tout électrique, eh bien c'était une véritable révolution. On n'avait plus le manche à balai, on avait un petit manche latéral. Alors que les Américains, aujourd'hui, Boeing encore, alors qu'ils ont les commandes de vol électriques, ils ont gardé le manche pour garder les mêmes habitudes, pour ne pas choquer la clientèle. On conçoit des Airbus plus petits, mais toujours en termes de famille, comme celle de l'A320. Dans un grand show, l'A320 est baptisé par le président Chirac et le prince Charles, qui vendent ce nouveau concept avec ses commandes électriques et son mini-manche. Le développement de l'activité d'Airbus avec la 320, puis ensuite la 319, la 318, et puis après les longs courriers A330, A340, a complètement modifié la donne, puisque nous sommes passés d'une flotte de quelques dizaines d'appareils entre Airbus et Air Inter à une flotte aujourd'hui. Les avions d'Airbus, entre le long courrier et le moyen courrier, on doit être autour de plus de 180 à 200 appareils. Près de 200 appareils, alors qu'on a environ 70 à 80 Boeing. Alors Boeing réagit, et pour contrer l'Airbus A320, modernise son vieux 737, déjà vendu à 3600 exemplaires. C'est-à-dire plus que la totalité des avions vendus par Airbus depuis sa création. C'est la rivalité de tous les constructeurs, c'est la même chose en automobile. Cette concurrence conduit toujours à une progression des techniques. En fait, si vous avez une situation de monopole, vous avez généralement tendance à vous endormir, tandis que la concurrence fait obligatoirement évoluer les techniques. Dieu merci, ni Boeing, ni Douglas ne nous ont pris au sérieux au départ. Ils n'ont pas pris au sérieux. Ils se sont réveillés ensuite. Et le jour où ils se sont réveillés, alors c'est très clair, c'est la guerre dans toutes ses horreurs. Heureusement pour nous, Boeing a fait une énorme erreur quand il a fallu concurrencer le 320, au lieu de faire un nouvel avion, ils ont essayé de rajeunir un vieil avion. Et vous savez, c'est écrit dans la Bible, on ne met pas de vin nouveau dans de vieilles bouteilles, ça ne marche pas ça. Ce n'est pas l'avis de Boeing, qui mise sur son marketing pour imposer le 737 Next Generation à toutes les airlines du monde entier. Airbus aime bien propager l'idée qu'ils sont très créatifs, qu'ils maîtrisent de nouvelles technologies, mais c'est tout simplement une approche différente du design et de la construction d'un avion. Leur système de commande électrique, par exemple, n'est pas une nouveauté. Boeing a intégré ce système depuis bien longtemps.
Boeing est la compagnie la plus avancée dans la construction industrielle. Donc, par essence, dans l'industrie aérospatiale, nous maîtrisons les technologies les plus récentes dans tous les domaines liés à l'aviation. En fait, on a une approche un peu différente. On prend en compte les nouvelles technologies, bien sûr, mais aussi les souhaits du client avant de les introduire dans nos appareils. Quel est le coût d'achat de telle technologie? Quel est son coût d'entretien dans le cadre d'une exploitation quotidienne, dans un environnement très exigeant? Est-ce rentable? Alors qu'Airbus a un style de marketing et de vente d'appareils que je qualifierais de plus agressif. C'est d'ailleurs eux qui ont introduit ce style très agressif sur le marché et on a très souvent l'impression qu'Airbus passe plus de temps à parler de Boeing, à dénigrer son concurrent, à dénigrer Boeing, qu'à vanter ses propres appareils. Airbus continue à étoffer sa gamme et lance une nouvelle gamme d'avions plus gros, le A330 et le A340, les premiers vrais longs courriers européens. Pour s'assurer un superbe coup de pub, Airbus organise un tour du monde avec une seule escale, une performance exceptionnelle. Le côté sympathique aussi, ça a été à bord, parce qu'à bord on s'est retrouvé avec les mécanos de piste qu'on amène toujours avec nous, et avec les ingénieurs en chef, qui sont quand même les gars qui pendant... Il faut bien voir qu'il faut 6 ans pour faire un avion, à peu près, hein, bon an, mal an, jusqu'aux essais en vol. Et ces mecs qui ont trimé pendant 5 ans, 6 ans, pensé à des dessins, dirigé des équipes, qui ont eu des soucis pas vrais à résoudre, c'était vraiment la récompense pour eux. Et puis je dirais qu'à titre personnel, moi j'ai un souvenir formidable parce que j'ai eu la chance de faire l'atterrissage au Bourget après le tour du monde. J'ai eu la formidable surprise de trouver une foule énorme, je ne m'y attendais pas du tout. Et au pied de la passerelle, il y avait un vieillard irascible qui se battait pour être le premier à venir serrer la main du pilote. Et c'était mon père, Henri Ziegler, qui est quand même le monsieur qui a fondé Airbus, qui a eu l'idée d'Airbus, qui a fédéré les Européens pour faire Airbus. Après la sortie de l'A330, le plus gros biréacteur du monde, la réplique de Boeing ne se fait pas attendre et lance un appareil similaire, le 777. C'est une guerre. C'est une guerre. C'est une double guerre que nous menons avec Boeing. D'abord, c'est une guerre purement commerciale, mais je dirais que celle-là, c'est la plus normale. Les Américains ne sont pas des tendres. Et s'ils peuvent vous tirer dans le dos, ils vous tirent dans le dos. Alors il faut qu'on apprenne, nous aussi, à tirer dans le dos. Hein. C'est comme le cow-boy, c'est le premier qui sort les revolvers qui a gagné. À condition de tirer bien. Mais c'est également une guerre plus importante parce que les Américains, à juste titre, considèrent l'aéronautique civile comme un élément stratégique. Dans l'emprise qu'ils cherchent à établir sur le monde, la suprématie américaine, ils considèrent que c'est un outil fondamental, stratégique, première importance. Et ils ne veulent pas le laisser échapper. Et je pense qu'ils feront tout politiquement pour casser les reins à l'Europe dans ses efforts, que ce soit dans le spatial, que ce soit dans l'aviation civile, que ce soit sur les satellites, dans tous ces domaines-là, qui sont pour eux des domaines stratégiques. Or, il faut être vraiment naïf pour ne pas comprendre que les Américains, c'est la loi romaine, ils veulent que le monde soit leur empire, point à la ligne, terminé. Pour rester en pointe, Airbus et Boeing se livrent sans cesse une course de vitesse afin de prévoir les besoins futurs des compagnies. Chaque année, nous faisons une étude très détaillée sur les besoins des compagnies aériennes. Et nous prenons comme critère chaque compagnie dans le monde qui a dans sa flotte au moins 5 avions à réaction. Avec ça, on arrive avec presque 250 compagnies actuellement. Et dans ces 250 compagnies, on a 98% de la flotte mondiale. Donc presque tous les clients potentiels sont là. Donc une chose, le marché pour nos produits, c'est assez concentré. Airbus, qui venait de zéro,
a conquis dans les années 90 40% du marché en vendant à plus de 115 exploitants. Fin 96, coup de tonnerre dans l'aéronautique. American Airlines passe une énorme commande à Boeing. 600 appareils. Cette compagnie réserve à Boeing l'exclusivité de ses commandes durant les 20 ans à venir. C'est au tour de deux autres compagnies, Delta et Continental Airlines, de passer des contrats d'exclusivité avec Boeing. Ces trois compagnies totalisent 40% du marché américain. Chez Airbus, on crie au scandale. Chez Boeing, on rappelle que la compétition était ouverte et qu'Airbus y participait. En ce qui concerne les accords d'exclusivité qui existaient avec certaines compagnies, ils ont fait l'objet d'une compétition normale dans laquelle Airbus était, comme à son habitude, très virulent. Les compagnies avaient elles-mêmes choisi très librement Boeing. Plus inquiétant pour Airbus dans les années 90, Boeing a racheté Douglas, qui est la victime de la guerre sans merci que se livrent Airbus et Boeing, en écrasant tout sur leur passage. À cette époque, il restait des milliers de Douglas dans le monde que Boeing a décidé de remplacer par ses appareils. La Commission européenne est intervenue et a menacé Boeing d'une guerre commerciale. Finalement, Boeing a annulé ses contrats d'exclusivité et l'Europe a entériné le rachat de Douglas. Récemment, il commence à faire des contrats exclusifs avec des grandes compagnies. Pourquoi? La seule possibilité, c'est qu'ils vraiment ils ont craint de nous. Et ils voudraient, encore une fois, établir un territoire gardé pour éliminer la compétition, pour réduire la compétition d'Airbus. Donc peut-être, mais c'est vraiment ça m'arrive à cet instant en réponse à votre très très bonne question, peut-être les deux dieux sont le monopole pour Boeing et la compétition pour Airbus. Chez Airbus, il fut décidé d'utiliser l'A340, de le rallonger pour y loger 376 personnes, d'y ajouter diverses modifications de la voilure et de monter des moteurs plus puissants. En quelques mots, voilà la recette pour construire un anti-747 au coût de conception bas, made in Toulouse. Les appareils en exploitation n'ont rencontré aucun problème depuis leur première livraison, qui a eu lieu en juin 2002 avec Virgin Atlantic. Bien que les A340 600 et 500 répondent à un véritable besoin des compagnies, les ventes patinent. Après la traditionnelle vague de commandes qui suivent le lancement de nouveaux avions, l'A340 600 a subi quelques annulations, notamment d'Air France, qui a préféré acheter des Boeing 777. De plus, quelques clients potentiels ne sont pas en assez bonne santé financière pour faire face aux lourds investissements. Un seul constructeur, pour une grande entreprise, ça n'est pas forcément une bonne solution. Parce qu'on est à la merci entièrement de ce constructeur. Alors que le fait d'avoir deux constructeurs permet constamment de jouer la concurrence. Mais une entreprise qui peut avoir une flotte d'une centaine d'appareils, ou plus, peut faire sans difficulté appel à deux constructeurs différents. Boeing et Airbus ratissent large et tentent de séduire les petites compagnies qui passent généralement commande qu'à un seul de ces deux constructeurs. Il a fallu choisir entre Airbus et entre Boeing, et le choix a été clairement fait d'aller pour des familles d'avions européennes, avec la famille des A319, 320, 321, des avions de même type, techniquement parlant, plus ou moins longs, mais qui vous permettent d'avoir un stock de pièces détachées commun, de la formation des équipages est beaucoup plus facile, et une famille des longs courriers entre la 330, c'est un biréacteur, et la 340,
C'est un quadriréacteur qui a là également beaucoup de spécificités communes. Lorsque un constructeur s'impose dans une compagnie aérienne, c'est une formidable victoire parce qu'après, il y a toutes les habitudes. Il y a des familles Airbus, des familles Boeing et la formation des techniciens, des pilotes est toujours la même. Des gestes aussi anodins que de relever les boutons vers l'arrière ou vers l'avant, c'est le contraire entre Boeing et Airbus pour mettre sur on ou sur off, ou les push buttons, on appuie, ça devient vert, il y a des codes de couleurs qui ne sont pas les mêmes. On a tout intérêt à rester dans cette même famille. Lorsqu'un pilote de 320 est formé, Airbus 320 aujourd'hui, il faut 3 jours de qualification pour le transformer sur d'autres machines. Et puis quand il passe de l'Airbus 330 à 340, il lui faut là aussi pas plus de 3 jours. Pour conquérir de nouveaux marchés, Boeing et Airbus sont à l'écoute des moindres souhaits de chaque compagnie. Malgré notre dimension moyenne, on les écoute. Chez Airbus, donc bien sûr que des spécifications entrent en ligne de compte et que nos spécialistes agissent également sur l'avionneur. Souvent, il ne s'agit pas que de l'avionneur, mais il s'agit de tous les sous-traitants qui livrent des sièges, qui livrent la décloration, les systèmes vidéo, audio. On ne peut pas prendre l'avion comme une entité, mais toutes les composantes qui font qu'on souhaite, pour notre clientèle, répondre à tel et tel type de désir. En lançant l'A318, Airbus achève d'étendre sa gamme vers le bas. En effet, cet avion se place à la limite de l'avion régional. Il semble tout à fait improbable que l'avionneur européen s'engage dans le milieu des jets régionaux, car la concurrence est très sévère entre le 717 et 737. En plein salon du Bourget, un avion blanc d'Airbus attire l'attention. Un A319. Une foule de journalistes l'attend, prêts à le découvrir. C'est un rêve volant. Quand on visite l'intérieur, on découvre de somptueux sièges, fauteuils accueillants, salon privé, cuir et bois en débauche. Chaque détail en soi est un exercice de style. Quand on sait que l'A319 normal peut transporter jusqu'à 130 passagers, on peut imaginer ce que peuvent ressentir les quelques passagers privilégiés du A319 Corporate Jetline. Concurrent immédiat du 737 Boeing Business Jet, le petit bijou d'Airbus à 50 millions d'euros l'unité se place dans le très haut de gamme des voyages d'affaires. Pour assurer des voyages transcontinentaux, l'A319 CJ peut être équipé de réservoirs supplémentaires lui permettant des vols de 10 à 13 heures, soit des distances proches de 10 000 km. Pour s'installer définitivement sur le marché des très gros porteurs, Airbus a lancé en 2000 le programme d'un avion double pont pouvant emporter plus de 500 passagers. Nom de code A3XX. Nous avons conçu l'avion pour servir deux objectifs. Concurrencer le 747 et répondre aux besoins du marché. Le problème particulier était de désencombrer le ciel. Il a donc fallu imaginer un avion avec une capacité plus grande que le 747 afin de diminuer le nombre de vols. L'A380, dont la première livraison aura lieu en 2007, est l'avion civil le plus moderne du monde. Doté des technologies les plus avancées au niveau des matériaux, l'A380 satisfait aux exigences internationales les plus strictes en matière de certification. La rentabilité et la technologie avancée de l'A380 se traduisent par des coûts siège-kilomètre inférieurs de 20% et une autonomie de 10% supérieure à celle des autres avions de grande capacité. Le respect de l'environnement de l'A380 ne s'arrête pas aux réductions de bruit.
L'usage sans précédent de composite a permis de réduire sa masse et donc sa consommation en carburant. À Toulouse, petite visite en exclusivité dans ce nouveau géant du ciel. Bienvenue dans l'A380. Nous nous situons ici sur le pont principal de l'A380, à la partie arrière de la cabine. Donc, au-dessus, nous avons encore le pont supérieur. Pourquoi on peut avoir cette innovation dans l'A380 ? C'est parce que l'A380 offre plus d'espace. Il a 50% de plus de surface que le 747 et, encore plus important, il est moins cher à opérer. L'A380 a été imaginé avant tout pour le passager. Il offre tout simplement un nouvel art du voyage pour les lignes long courrier. L'A380 va offrir aux voyageurs de chaque classe davantage de confort, avec plus d'espace pour étendre les jambes. Toutes les compagnies peuvent décorer et aménager l'intérieur de l'A380 comme ils le souhaitent. Un produit qu'on appelle standard, c'est la base dans laquelle nous on commence à travailler. Ce produit standard, elle est hautement customisable, c'est-à-dire on va s'approcher à notre client, à l'airline, avec un choix des matériaux pour les fenêtres, pour les ceilings, des matériaux pour les sièges, des équipements pour s'ils veulent par exemple un nouveau bar. Tout c'est possible. Ça dépend des coûts qu'il vient investir à notre client dans son produit. Nous, on est prêts. L'A380, c'est vraiment l'avion du 21e siècle, puisqu'il va apporter un confort considérable aux passagers, pas seulement en termes d'innovation pour les passagers de la first ou business class, mais aussi pour les passagers de la classe économie, puisque l'A380 offre la cabine la plus large de tous les avions commerciaux. Donc l'A380 est un avion qui va répondre aux nouvelles normes de bruit sur certains aéroports qui sont de plus en plus difficiles, puisque l'A380 offre un niveau de bruit extérieur de 50% en moins que le 747, mais aussi, et ça c'est pour le confort des passagers, la cabine aussi soit la plus silencieuse des cabines des avions actuels. Un vol inaugural a été organisé en présence du personnel d'Airbus. Les réactions sont enthousiastes. J'ai eu la chance de voler une fois sur la 380 et je dois dire que c'est vraiment quelque chose de spécial. L'atterrissage, le décollage se passe sans qu'on s'aperçoive parce que vraiment il y a une grande masse qui bouge lentement. C'est super agréable. Ce que je trouvais vraiment impressionnant, c'était le sentiment de voler, c'était cette stabilité même dans des conditions, et c'était des mauvaises conditions, on ne le sentait pas du tout. Il y avait des nuages, on traversait sans problème, donc c'est ça qui m'a le plus marqué. Sinon, oui, en tant que passager, je pouvais étaler mes jambes et être relax dans mon fauteuil. Donc, c'était très agréable. L'A380 a réalisé des tests sur tous les continents et dans toutes les conditions météorologiques possibles. Des essais de givrage ont donné des résultats dépassant toutes les attentes. Des essais en altitude, par une pluie extrême, par temps très chaud, tout ont été couronnés de succès. À la suite des tests d'évacuation, l'appareil a été certifié pour transporter jusqu'à 853 passagers et 20 membres d'équipage. La première compagnie à en bénéficier sera Singapore Airlines. Fin 2006, Airbus a signé 166 commandes et engagements d'achat émanant de 15 clients.
les entreprises de transport aérien comme Air France sont intervenues. Là, il y a un choix politique à faire, c'est toujours la lutte entre le gigantisme qui permet d'avoir moins d'appareils, moins d'avions en vol, et puis un grand nombre d'appareils sur certaines destinations. Qu'est-ce qui est intéressant ? Pour le transporteur, effectivement, s'il met un avion avec, mettons, 300 places, plutôt que 3 avions de 100 places, ça lui coûte moins cher. Mais pour le passager, qu'est-ce qui est intéressant ? Avoir une navette avec 3 avions de 100 places ou un avion de 300 places ? Le véritable challenge aujourd'hui, sur le long courrier, c'est la grosse capacité. Les Américains disent, la grosse capacité c'est derrière nous, écoutez pas les Européens, vous n'arriverez jamais à remplir un 380. Ils n'avaient pas du tout cette politique quand ils ont sorti le 747. Évidemment, ils l'ont aujourd'hui, c'est de bonne guerre. Boeing, comme d'habitude, contre-attaque à la sortie du dernier avion Airbus. Le 787 représente bien plus qu'un pari technique et marketing innovant. Il est proposé aux compagnies aériennes en 3 versions. La première pour transporter 296 passagers sur des étapes de 6500 km. La seconde, d'une autonomie de 15 700 km, comportant 223 sièges. Et la troisième, capable d'acheminer 259 personnes sur 15 400 km. Boeing, avec son 787, voit l'avenir du transport aérien sur des liaisons point à point, évitant les plateformes de correspondance congestionnées. Le 787 remplacera dorénavant le 757 et 767 au catalogue du constructeur. Sa production doit débuter mi-2007, pour une entrée en service prévue courant 2008. Les gens qui ne sont pas concernés par Boeing sont des gentils fous. Chez Boeing, ils ont des groupes de professionnels extrêmement compétents. Nous considérons la concurrence avec Boeing comme un défi que nous sommes prêts à relever. Chez Boeing aussi, avec le 787, on connaît des problèmes de fabrication. Les difficultés proviennent de la mise au point du premier avion commercial de cette taille, avec des ailes et un fuselage en composite. Par ailleurs, le 787 fait le pari tout électrique, sauf que les équipements électriques s'accommodent mal avec le carbone. Pour certains analystes, Boeing devrait toutefois pallier ses ennuis en mettant plus d'argent sur la table. Le coût du programme 787 est évalué à 8 milliards de dollars. Il n'y a pas une solution idéale, les deux solutions sont valables, donc le gros porteur, le super gros porteur comme la 380, et puis des avions de capacité moindre. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, les compagnies sont devenues des compagnies mondiales très importantes, avec des flottes très importantes, ce qui permet de répondre à tous les besoins. Vous pouvez avoir une flotte suffisante de très gros porteurs, et puis une flotte suffisante de porteurs de capacité moyenne, de façon à répondre à toutes les demandes de la clientèle. L'A380 est-il réservé uniquement aux grandes compagnies ? Certaines petites ou moyennes compagnies feront-elles un jour le pas pour se l'offrir ? Il ne faut jamais dire jamais dans la vie. Si on se rappelle l'époque du jumbo du 747, ça semblait quelque chose d'impossible. Et puis pour finir, il y en a qui ont quand même trouvé leur place dans notre flotte. Mais je dois dire que ce n'est pas dans notre esprit. Nous voudrions plutôt chercher à avoir des coûts par siège, des coûts par tonne-kilomètre, c'est les mesures que nous avons dans l'industrie, comparables à l'A380 pour ne pas avoir d'A380. Ce qu'a apporté Airbus dans les opérations de ces dernières années, qui a été extrêmement important pour le transport aérien et pour les transporteurs, c'est le fait
c'est les nouvelles commandes, les commandes électriques, et c'est le fait que les cockpits des différents avions, A318, A319, A320, sont pratiquement les mêmes. C'est-à-dire que les qualifications des pilotes coûtent beaucoup moins cher. Et on peut passer d'une machine à l'autre beaucoup plus facilement. Pour terminer, petit détour chez Airbus pour découvrir le simulateur de vol de l'A380. Alors le principal souci sur ce 380, c'est bien entendu les dimensions de l'avion. Donc il ne faut pas perdre de vue que l'avion fait 80 mètres d'envergure. On va récupérer une carte qui va nous permettre de naviguer après le départ. Donc les phares sont sur on. Et quand tout est prêt, eh bien, le frein de parc est relâché. Et on effectue la mise en puissance. Voilà, vérification instrumentale et des modes du pilote automatique. Vitesse de décision au-delà de laquelle, quoi qu'il arrive, on poursuit le décollage. Et rotation et décollage. La spécificité, sa spécificité, c'est que c'est un cockpit Airbus, c'est-à-dire que l'immense majorité des commandes qui sont sur les différents panneaux de commandes là, sont similaires à ce qu'on trouve sur les avions de la gamme Airbus, du 320 à l'Airbus 340. Ces écrans sont bien sûr capables d'afficher les informations directement liées au vol, mais on peut également les utiliser pour afficher, par exemple, pour l'écran ici, pour l'écran central, des informations de vidéo qui permettent par exemple de visualiser ce qui se passe sous l'appareil, en vol comme au sol, qui permettent de visualiser toujours l'environnement extérieur à partir de l'extrémité de l'empennage, mais ça permet aussi de visualiser ce qui se passe en cabine ou immédiatement derrière la porte du cockpit. Il y a deux options possibles pour la formation elle-même. Soit la formation fait partie d'un package client, à savoir que la formation est vendue avec l'avion, soit a posteriori, des compagnies qui deviennent utilisatrices d'Airbus négocient un contrat de formation avec Airbus pour faire former ces pilotes. On a engagé les deux pilotes automatiques puisque la redondance est obligatoire dans ce cas. On va armer ce que l'on appelle l'auto-break, c'est-à-dire c'est un dispositif de freinage automatique. Donc là, ça serait vraiment une configuration qu'on pourrait appeler mauvais temps, c'est-à-dire une configuration où le pilote, lui, va utiliser le plus haut niveau d'automatisme possible. 200 pieds. Alors le vrai match aujourd'hui, c'est plus le 380, il est tout seul comme l'était le 747 à l'époque, et ça fait plaisir. Le vrai match, c'est la moyenne capacité très longue distance. Et là, ça va se battre très très fort. On va faire dans les matériaux nouveaux, on est tout en carbone maintenant, pratiquement, chez Boeing surtout, mais chez Airbus ça suit derrière. Plus on est léger, moins on consomme. Et c'est surtout ce terrain-là de l'économie, parce que c'est l'économie qui finalement fait le transport aérien. Donc les technologies d'antan ici, on voulait faire plus léger pour tout simplement voler. Aujourd'hui, on fait toujours plus léger, mais pour être plus économe. Boeing Airbus. Le duel des géants continue et continuera encore longtemps. Aux dernières nouvelles, Airbus vient de réagir au 787 en lançant son nouveau programme très ambitieux, l'A350. Une histoire décidément sans fin.